Bonjour Eric. Bonjour Thierry. Eric, je suis ravi que tu nous consacres un petit peu de temps cet après-midi. On va essayer de se faire une petite série de vidéos pour dire aux gens un petit peu ce qu'est la permaculture, ce qu'elle promet, ce qu'elle peut réaliser, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est un petit peu. Et on avait envie de commencer par une vidéo. Tu m'as parlé des besoins vitaux de l'humanité. Qu'est-ce que c'est les besoins vitaux de l'humanité? Ben oui, et puis d'abord pourquoi cette question? Parce que la permaculture vise à répondre à des problèmes ou à une question ou à des besoins. À des besoins vitaux. Et notamment aux besoins vitaux de l'humanité. Donc aujourd'hui on est entre Facebook, Internet, je ne sais quoi, on ne sait plus trop voir clair là-dedans. À un moment donné, il faut se recentrer. L'humanité, ses besoins vitaux, c'est quoi? Ouais. Je dis bien vitaux. Alors le premier, c'est de l'air. De l'air de qualité. De qualité. C'est déjà pas gagné partout sur la planète. Hein. C'est même mal parti dans la plupart des grandes villes. Voilà. Et puis, ça s'aggrave, hein, ça va s'aggraver. Le deuxième besoin vital qu'on a, c'est accès à de l'eau de qualité, de l'eau douce de qualité. Il y a très peu d'eau sur la planète, il y en a très très peu accessible. Oui. Et alors, c'est déjà un problème, ça, l'eau douce? C'est un gros problème, ouais. C'est à quelle échelle? Tu veux dire qu'il y a des populations qui n'ont pas accès à l'eau douce de manière... La majorité de la planète, des populations de la planète, n'ont plus accès à de l'eau correcte. Ouais. Il y a, tu regardes des reportages ou des choses sur l'eau, on te balance des chiffres, il y a 5000 enfants qui meurent tous les jours juste parce qu'ils n'ont pas accès à une autre eau que de l'eau qui est là par terre, dans laquelle on pisse et on chie. Hein. Voilà. Donc, accès à l'eau, on en reparlera sûrement des solutions, parce heureusement il y a des solutions, c'est tout le propos, mais accès à l'eau de qualité. La troisième chose, c'est accès à la nourriture de qualité. De qualité. Ça aussi, c'est pas gagné. On pourrait même dire de qualité, entre parenthèses, déjà accès à la nourriture tout court, parce que c'est déjà pas le cas. Oui, il y a un milliard de personnes. La question de la qualité est un souci de lentilles, d'une certaine manière. Non, justement, on va voir. Mais déjà en amont, accéder à la nourriture, il y a 1 milliard de personnes aujourd'hui qui souffrent de famine. C'est un scandale. C'est-à-dire que plus le progrès a avancé, plus l'humanité a avancé, plus le problème s'est accru. Hein. Donc c'est complètement marché sur la tête quand même. Hein. Mais alors dans ce cadre-là, par exemple, je me permets de faire une petite digression. Souvent on dit, finalement il y a des famines, c'est donc qu'on ne produit pas assez. Et si en plus on passait à un mode de production biologique qui a parfois des rendements moindres, alors là ça va être une double, une triple, une quadruple famine. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors d'abord, c'est pas qu'on ne produit pas assez. Alors là on oublie la qualité pour l'instant, mais en fait il faudrait parler des deux à la fois. Enfin, bref, c'est pas qu'on ne produise pas assez, on produit assez, c'est plutôt la façon dont on produit qui n'est pas soutenable. Il y a d'énormes inégalités juste pour l'accès, donc il y a une question de pauvreté, hein, des populations qui travaillent non pas pour se nourrir, mais pour produire des choses, notamment pour l'exportation et puis pour les pays riches, hein, sont pauvres, sont maintenus dans une pauvreté, donc n'ont pas accès à la nourriture. Par exemple, il faut savoir, les famines historiques en Afrique par exemple, hein, il suffit que la production, qu'une certaine année, tel pays ait une baisse de 3 à 5% de sa production de, je sais pas, de patates douces, ce que tu veux, d'une denrée de base, hein, de mil par exemple, ou d'une céréale de base pour chez eux, pour que les prix puissent s'envoler 50, 100%, 200%, 300% d'augmentation des prix. Alors, mais ça c'est totalement artificiel, c'est pas 5% de production en moins qui va poser un problème réel d'accès à la nourriture réelle. Par contre, le système, qui est un système marchand, spéculatif, intrinsèquement spéculatif, fait que on va avoir des populations dans la famine. Et puis des populations qui ne travaillent plus pour se nourrir, qui sont dépendantes du marché. Je m'étais laissé dire aussi que actuellement on détruisait énormément de nourriture aussi à l'échelle de la planète. On est en surproduction aussi. Et à côté de ça, on produit beaucoup trop et on gaspille à gogo. Toujours pareil, on produit mal. Et puis regarde, quand on balance sur le marché africain à gogo des abats ou des cuisses de poulet élevées en batterie, donc c'est 10 000 bestioles enfermées dans un hangar abominable qui pue, on les abat 26 jours parce qu'au 27e jour elles crèvent de toute façon, bourrées d'antibiotiques, tout ce que tu veux. Bon, on balance tout ça en Afrique, alors les mauvais morceaux, à des prix inférieurs que ce que va coûter sur le marché de la ville ou du village africain la poule locale, qui est de bien meilleure qualité. On détruit donc le marché sur place. Chez nous, on surproduit tout ça, c'est de la surproduction, mais
c'est de la merde, hein, cette bouffe-là. Voilà. Et donc ça part en Afrique. Bon, ben, tout est à l'envers. Oui, donc en fait, il y a une surproduction qui crée de la famine. Une sous-production de qualité, pas d'accès, parce que bon, paupérisation des populations, enfin, toutes ces choses-là. Donc on a dit, pas d'air, air donc, problématique. Nos besoins, l'air correct, l'eau correcte, l'eau douce. La nourriture correcte. Nourriture correcte, accès, qualité, diversité, etc. Après, c'est l'énergie. On a au moins besoin d'énergie pour se chauffer aux latitudes. Ouais, quand on n'est pas sous les tropiques en permanence. Et puis, peut-être besoin d'énergie pour autre chose. Actuellement, on a encore besoin d'énergie pour les transports. Oui. Tout est basé sur l'énergie. Hein, donc, bon. Et puis, l'autre besoin fondamental matériel, c'est l'abri. Alors, l'abri, c'est deux choses, c'est les maisons. Et puis, c'est les habits, parce qu'il y a des régions où il fait froid, hein, tout simplement. On pourrait imaginer vivre à poil. Enfin, quand il fait froid. Voilà, pas sous ces latitudes. Voilà. Donc ça, c'est les besoins vitaux, matériels, et puis il y a des besoins immatériels, qui est le besoin du groupe social. Hein, organiser en groupes sociaux, donc que le groupe social soit harmonieux, fonctionne bien. Voilà. C'est amusant parce que quand tu me dis ça, j'essaye de les lister dans ma tête, et je me dis, mais j'ai l'impression que tous ces besoins vitaux actuellement, c'est les dernières roues du carrosse, quoi. C'est atomisation de la société, individualisation. Donc le besoin du groupe, qualité de l'eau, n'en parlons pas, quand tu tires de l'eau dans une ville, enfin je veux dire ça sent le chlore à des dizaines de mètres, c'est imbuvable. Qualité de l'air, dès que tu te balades dans une région où il est un peu industrialisé, c'est terrible. Au point que boire l'eau de pluie, même filtrée, c'est quasiment suicidaire tellement elle est polluée maintenant. Oui, tellement elle est acide et ainsi de suite. Qualité de la nourriture, bon, c'est une problématique permanente. Rien qu'au niveau saveur, on a perdu énormément de saveur des légumes, même en bio. Les nutriments. Les nutriments, voilà. Donc effondrement de la qualité nutritionnelle. Est-ce à dire donc que les besoins vitaux sont totalement ignorés? Pourquoi on est aussi loin de nos besoins vitaux? C'est quoi cette histoire? Déjà, une chose, dans les pays pauvres ou les populations pauvres passent quand même plus de leur temps, de l'énergie et de leur budget à se nourrir, à acquérir, avoir accès à l'eau, etc. Donc eux, ils sont obligés. Nous, ça devient la dernière roue de la charrette parce qu'on est dans une société qui est virtualisée complètement, complètement déconnectée d'abord de notre biologie. On oublie qu'on est des animaux quand même, hein, de notre physiologie, de nos besoins vitaux biologiques. Et puis, oui, on a le mental emporté, et les fantasmes emportés par le virtuel. Hein. Ouais, sauf qu'ici-bas, le corps crie, la société crie, l'écosystème crie, tout crie, et puis nous, on est perché dans notre sphère. Et puis avant la virtualisation de la société, c'est assez récent. Je pense que ce qui est un tournant dans nos sociétés, c'est les sociétés esclavagistes. Et ça fait quasiment 10 000 ans que le modèle esclavagiste se répand. Et aujourd'hui, depuis quelques siècles, il a envahi toute la planète. Donc, quand une population fait produire loin, par des esclaves loin, qu'on ne veut pas voir, les choses dont elle a besoin, et ne veut pas produire ce dont elle a besoin ici, elle se coupe fondamentalement de ses besoins vitaux. Et du coup, j'ai mon billet de banque. Et mon billet de banque me permet de le mettre quelque part, et paf, bloup, supermarché, ce que tu veux, j'appuie sur un bouton, la lumière, l'eau, et tout ça, ça débarque de manière complètement artificielle et déconnectée. Donc voilà, ça sort de notre préoccupation, mais c'est une pathologie de notre société, c'est clair. De toute façon, l'esclavagisme dégénère la société esclavagiste. Elle détruit la société des esclaves, hein, parce que c'est tellement coercitif, mais ça détruit la société esclavagiste elle-même parce qu'elle dégénère. Elle dégénère physiquement, elle dégénère dans l'organisation du groupe social. Un groupe social... C'est ce qu'on voit partout autour de nous. Dégénérer physiquement, on parle d'obésité, de maladies de civilisation chronique de plus en plus jeunes, et on sait très bien que par exemple la France est le premier pays au monde, ou le second, je crois qu'on a lâché la première place, mais de consommateurs de psychotropes, d'antidépresseurs, de neuroleptiques. Donc ce qui est vraiment l'indicateur de l'explosion du groupe social. Donc effectivement, cet esclavagisme ne nous sert pas, mais nous bouffe de l'intérieur, littéralement. Et puis on atteint des niveaux d'insécurité jamais atteints dans l'histoire. On dépend à 98%, je ne sais pas, de l'extérieur pour nos ressources énergétiques, pour notre alimentation. Quasiment tout est importé en Europe. Même nos animaux, s'ils sont nourris sur notre sol, ils sont nourris avec du soja notamment importé d'Argentine, du Brésil.
C'est pas pour rien qu'on met les porcs avec un C près des porcs avec un T. Hein. D'accord. Voilà. Il y a plus de... Bon, mais oui, on importe 100 millions de tonnes de céréales en Europe. Bon. Et tout ça, c'est grâce au pétrole, donc. Ben, grâce au pétrole, et puis parce qu'on a nos esclaves là-bas. Donc là... Extrême fragilité des systèmes. Extrême fragilité. S'il y a quoi que ce soit, si demain ça prend à Poutine l'idée de vouloir bloquer les aéroports et les ports d'Europe, il a l'arsenal qu'il faut en sous-marin nucléaire, bombage et tout ce que tu veux, ben, on n'a pas de stock en Europe. Et on n'a pas de capacité de production. On produit 2-3 petites choses qu'on exporte à perte. D'accord. Bon. Donc tout marche à l'envers. Tout marche à l'envers. Tu as une réponse pour ça? Tu as une proposition? Ben oui, l'idée c'est déjà de sortir du déni. Hein, donc on se recentre, les besoins vitaux de l'humanité. Réapproprions-nous un peu la responsabilité de notre air, notre eau, notre nourriture, notre énergie, nos abris, nos matériaux pour notre abri et nos habits. Bon. Alors, c'est pas dans mon habitude, moi, de pointer ce qui va mal, mais effectivement, comme tu le dis, il faut sortir du déni. Mais en même temps, moi, ce que je trouve intéressant dans cette démarche aussi, c'est de dire, ok, mais par exemple, l'accès à une eau de meilleure qualité, donc si on prend le point inverse, c'est du plaisir, c'est de la joie, l'accès à un air de meilleure qualité, l'accès à une maison de meilleure qualité. Et de la santé. Et de la santé. Ouais. Ben, tout ça, ça se témoigne dans l'individu en termes de bien-être et de vitalité. Donc, bon, non seulement c'est un scandale pour tout l'écosystème dans lequel nous vivons, mais c'est même un scandale contre nous-mêmes. Ça se retourne contre nous-mêmes. Et là, tu as des propositions à faire. Oui, et puis tu dis pour l'individu et pour le groupe, hein, pour la société en général. Voilà, donc l'idée c'est ça. On a ces problèmes, on a ces besoins-là, ils ne sont pas remplis ou satisfaits ou très mal de manière destructrice, polluante, non soutenable. Hein, je pense qu'on reparlera de la soutenabilité. Mais quand il faut 20 calories à injecter dans un champ pour en sortir une, ce n'est juste pas soutenable. Donc si demain il n'y a plus de pétrole, ce n'est pas possible. Tu veux dire sur les chiffres officiels, hein. 20 calories énergétiques, donc de pétrole. Tout compris. Non, 9 de pétrole et en tout 20. D'accord, en gros 10 de pétrole les et 10 intrants, voilà. les engrais, les choses comme ça, pour tirer une calorie alimentaire. Ouais. Ça c'est l'agriculture, ça. Donc c'est pas pérenne. Ah ben c'est pas pérenne. C'est un déséquilibre profond. C'est monstrueux, ça veut dire que on travaille 10 fois trop. Oui. C'est à perte, c'est un système qui consomme plus qu'il ne produit, ce qui est fondamentalement délirant quand même. Aucun système naturel ne système à perte qu'il ne produit. Ça n'existe pas. Justement, on va voir que les solutions elles sont là. Empreinte écologique. Quand tu dois investir 20 calories pour en sortir une, t'imagines l'empreinte écologique. Hein, c'est-à-dire la surface en gros de terre qu'on a besoin d'exploiter pour produire les ressources des groupes sociaux, voilà, que ce soit à l'échelle du département, d'un pays, d'un continent, etc. Ça veut dire que si on a une empreinte écologique supérieure à 1, on est en train de consommer les ressources des autres pays en dessous qui ont une empreinte écologique inférieure à 1. On est en train de leur voler leurs ressources. Et puis bon, 20 calories pour une, on bouffe le capital. La capacité de la Terre à produire, ça veut dire que demain, c'est ça que ça veut dire non soutenable, demain, les générations suivantes n'auront plus de ressources. On est en train de consommer les ressources des générations futures. Alors ça, c'est le début de ton cours d'habitude, c'est l'hypercute. Voilà, histoire de mettre la personne KO. On va passer maintenant à commencer à approcher les solutions aussi, parce qu'il y a des solutions. C'est pas un constat définitif et terminé. L'idée, c'est pas de mettre la personne KO pour la mettre KO. L'idée, c'est que où on n'a pas de problème, et alors il n'y a pas besoin de faire de la permaculture. Et de se poser des questions. Et se poser des questions. Hein, la permaculture, c'est pas un but en soi. Moi, je préférais qu'il n'y ait pas de permaculture parce qu'il n'y en aurait pas besoin. Hein, c'est ça mon rêve fondamental. Le problème, c'est qu'on a des problèmes, on ne sait pas les résoudre. La permaculture est née comme une solution aux problèmes de l'humanité. Donc, problème de l'humanité, le premier, c'était répondre aux besoins vitaux qu'on vient d'expliciter. Et puis, l'autre gros problème de l'humanité, c'est qu'on a tellement détruit. Donc là, on sort des besoins de l'humanité, on passe finalement à regarder la planète en entier. La planète est en train de mourir en tant qu'organisme vivant. Les océans sont en train de mourir et les systèmes vitaux fondamentaux de la planète sont en train de mourir. On parle de biocide. On va se garder ça pour une deuxième vidéo. Je te remercie Eric, on se reprend sur la prochaine vidéo. Ça marche.